À la fin de 2020, le gouvernement du Québec a désigné comme aires protégées de nombreux territoires situés pour la plupart dans le nord de la province. Ces désignations ont permis à Québec d'atteindre son objectif de protéger 17 de ses milieux naturels terrestres. C'était un engagement international. Mais au passage, la candidature de dizaines d'autres zones situées dans le sud de la province, beaucoup plus près des populations, a été rejetée. Dans plusieurs secteurs, une précieuse biodiversité attend donc toujours d'être protégée. On a commencé d'abord à trouver dans nos archives des documents qui avaient été écrits par nos trappeurs, des gens qui ont utilisé le territoire bien avant nous et qui avaient laissé des traces écrites. À chaque fois qu'on allait à des endroits précis, on trouvait les vieux sentiers, on trouvait les vieux sites de campement. On y est. Et à un moment donné, on a fait une découverte qui a tout changé l'histoire, parce qu'on a trouvé une peinture rupestre de forte dimension, intacte. Tiens, regarde ici, les petits trucs rouges. Nos ancêtres, à quelque part, qui ont décrit des rituels, qui ont décrit leur mode de vie, qui ont décrit des choses de la vie courante. Malheureusement, c'est le bout de l'information qu'on n'a pas. Très clair, très évident. Là. Louis Lesage et son collègue sont des Hurons-Wendat. La découverte, il y a quelques années, de cette peinture rupestre a été l'élément déclencheur d'un long processus de demande pour créer une réserve forestière protégée. Cette forêt, que les Hurons-Wendat appellent Yanianondé, est située à l'ouest de la réserve des Laurentides. Elle couvre une superficie de 800 km², dont une grande partie est considérée intacte. Lorsqu'on rentre dans cette forêt-là, c'est un peu comme si on rentrait dans un sanctuaire, dans une cathédrale qui est un peu spéciale, qui est unique. Le professeur en foresterie, Louis Bélanger, participe à cette mission de conservation. Cette forêt, il la connaît bien. Scientifiquement, on utilise l'expression forêt intacte, c'est-à-dire c'est une forêt qui n'a jamais été perturbée par les humains. Mais elle a été perturbée par la nature. Régulièrement, l'industrie planifiait pour aller couper ce territoire-là dès les années 40, mais le hasard a fait que les épidémies arrivaient juste au moment où l'industrie forestière planifiait ses coupes, ce qui faisait en sorte qu'ils abandonnaient le territoire pour revenir 30, 40 ans plus tard pour avoir encore un synchronisme avec une nouvelle épidémie de tordeuses qui rajeunissait la forêt et la rendait moins intéressante pour l'industrie. Aujourd'hui, ce secteur est de nouveau visé par l'industrie forestière. C'est donc une course contre la montre pour les Hurons-Wendat, documenter scientifiquement la biodiversité de cette forêt pour prouver qu'une protection est nécessaire. Il y a tout un aspect qui demande à être inventorié. Quelles sont ces espèces-là? Quelle est la succession forestière? Comment cette forêt-là a évolué? On veut vraiment, aujourd'hui, utiliser la science aussi pour nous aider à vraiment comprendre et décrire comme il faut cette forêt-là. La Nation a ainsi mandaté plusieurs chercheurs pour récolter toutes sortes de données. Philippe Beldoyon, lui, fouille les cavités de l'écorce des arbres. Alors ici, devant nous, on retrouve un gros spécimen de bouleau jaune de plus de 80 cm de diamètre. Alors, ce qui est particulier avec les gros bouleaux jaunes, c'est qu'ils changent d'écorce. Donc, ils deviennent avec des grosses plaques comme ça. Il s'intéresse aux lichens, particulièrement les calicioïdes. La présence de ce type de lichen est un bon indicateur de l'état d'une forêt. C'est des tout petits lichens qui sont associés aux vieilles forêts et ce qu'on appelle la continuité écologique, qui est vraiment qu'un territoire forestier va tout le temps avoir maintenu un couvert forestier, jamais été affecté par l'aménagement, l'industrie, etc. Une vieille forêt comporte des lichens, mais aussi des mousses et divers micro-organismes qui sont aussi liés à la grande présence de bois morts en décomposition. Les bûches en décomposition, souvent, c'est riche en champignons. Parce qu'il est riche en champignons, il y a beaucoup de consommateurs des champignons. La plupart de ça, c'est des insectes. On pense que c'est probablement qu'il y a plus d'espèces qui est ici. Mary-Lou, est-ce que tu peux check le... L'entomologiste Timothy Work et son équipe s'intéressent aux insectes présents ici. L'hypothèse est simple.
plus une forêt est riche en biodiversité, plus il y a d'insectes. Melou, est-ce que je peux vous aider? Oui, tu peux me donner... Avec tout un arsenal de pièges, il capture les insectes pour établir une comparaison entre ce secteur forestier et d'autres forêts qui ont été touchées par les activités humaines. Il y a beaucoup de sortes d'insectes. Donc, on utilise beaucoup de méthodologies de récolter des insectes. So, on a des pièges, des intercepts pour attraper des insectes qui volent, comme des coléoptères pour les adultes qui volent. On met des pièges dans le canopy pour attraper des insectes qui sont associés avec le canopy et peut-être qui va attaquer des chenilles qui habitent dans le canopy. On met des pièges fausses aux terres pour capturer des organismes qui marchent sur le tapis de la forêt. Ce grand secteur forestier comporte aussi plusieurs lacs, dont le grand lac Batiscan. Et il y a le lac à Moïse, un endroit très prisé par les pêcheurs d'omble de fontaine, un des poissons les plus pêchés au Québec. Mais le secteur compte aussi quelques lacs très difficiles d'accès où la pêche est quasi inexistante. En étant à peu près pas pêchés, ces lacs-là nous montrent des caractéristiques, nous montrent des populations naturelles, pratiquement vierges. La bouée est là. Félix, c'est bon? Le chercheur Pascal Sirois s'intéresse à l'état de la population de l'omble de fontaine. Avec ses étudiants, il mène une pêche sélective. Un omble de fontaine. Pour le biologiste, avoir accès à des lacs intacts permettra d'obtenir des données uniques. Contrairement au reste du territoire québécois, où on retrouve souvent l'omble de fontaine comme espèce compagnonne avec des espèces introduites, comme le meunier noir, des menées. D'avoir des populations dont la seule espèce est l'omble de fontaine sur le territoire va nous permettre d'aller chercher des caractéristiques de population vraiment intéressantes et pour lesquelles on a peu de données à ce jour. Je vais vous donner un exemple très concret. On connaît très peu les taux de mortalité naturelle chez l'omble de fontaine. Donc, de pouvoir les calculer sur une population très peu affectée par l'être humain, c'est une donnée qui peut être intéressante et qui peut servir à une meilleure gestion des stocks sur le territoire par la suite. Ces lacs intéressent aussi la chercheuse Roxane Tremblay, qui fait des recherches paléolimnologiques sur plusieurs lacs au Québec. La chercheuse analyse les diatomées. Ce sont des algues microscopiques entourées de silice. On peut s'en servir pour voir l'ampleur des perturbations. Donc, ça peut être des perturbations humaines, ça peut être des perturbations naturelles. C'est que le lac, c'est la trappe. Il attrape le signal, finalement, de tout le bassin versant. Grâce à de grands tubes, elle va puiser des sédiments au fond du lac. On a sorti une belle carotte de sédiments du lac Chardon. Donc, on a les archives de plusieurs centaines, pour ne pas dire milliers d'années, du bassin versant. Alors ici, on a ce qui est récent et puis ce qui est le plus ancien au fond. OK. Des fois, on a des surprises parce qu'on n'était pas là jadis. OK, on y arrive. Ce que ça va nous apprendre, c'est justement, y a-t-il des grands événements? C'est peut-être pas l'homme qui était à l'origine de ces événements-là, mais ça va peut-être avoir amené des changements importants. Que ce soit la découverte de lichens calicioïdes, typiques de vieilles forêts, une récolte d'insectes impressionnante, ou bien la pêche à l'omble de fontaine, après plusieurs mois de travail sur le terrain et d'analyse en laboratoire, tous les chercheurs ont trouvé des éléments qui confirment l'unicité de cette forêt. Pour Louis Bélanger, cette forêt, si elle est protégée, pourra servir de comparatif scientifique, un outil utile dans un contexte où la nature subit des changements importants. On protège quelque chose d'unique, un peu comme une cathédrale, que si on la démolit, il n'y en aura plus. Et il n'y en aura plus pour une couple de siècles. Mais c'est également en termes de gestion de notre environnement, nos témoins, nos baromètres pour voir quel est l'impact des changements climatiques, des changements globaux sur un écosystème sans interférence des humains, ce qui va nous informer énormément là, sur la réalité des phénomènes biologiques associés au changement climatique. Les Hurons-Wendat espèrent que toutes ces recherches inciteront le gouvernement à protéger ce territoire unique.
Quand on regarde une carte du sud du Québec, les forêts vierges, les forêts intactes ont toutes disparu. Celle-là, c'est la dernière grosse forêt. Donc, si on ne la conserve pas, on va regarder une carte du Québec, toutes ces forêts-là vont avoir disparu d'ici peut-être 10 ans. On va avoir passé à côté d'une occasion unique d'avoir eu la chance de préserver cette forêt-là. Et probablement, et avec justesse, nos enfants vont nous juger de ne pas avoir rien fait pour la protéger.